Merci de suivre ce magazine Au-delà de l'actualité. L'environnement préélectoral, c'est le thème de ce numéro de votre magazine Au-delà de l'actualité. La CENI déterminée à faire respecter les calendriers électoraux avec l'organisation des élections en décembre 2023. Entre-temps, les opposants marchent, protestent contre un processus électoral chaotique. De l'autre côté, il y a le refus de l'opposant Moïse Katumbi d'accéder au Congo central. Il a été interdit de passage au Congo central. Une autre question qui hante les esprits, faudrait-il accorder un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi avec les bilans de la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous recevons ce soir pour vous l'analyste politique Israël Gaylor Kalanji. Avec lui, nous allons analyser ce sujet de l'environnement préélectoral. Monsieur Israël Gaylor Kalanji, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, ça semble être tendu, hein? C'est un environnement préélectoral. D'un côté, il y a l'audit du fichier électoral, la CENI déterminée, l'opposition rejette, elle a marché. De l'autre côté du Congo central, à l'entrée même, l'opposant Moïse Katumbi a été bloqué. Comment est-ce que vous voyez de façon générale cet environnement? Je dirais que la période préélectorale, même sous d'autres cieux, ça a toujours été ainsi, parce que c'est une période où tout le monde s'attend à un positionnement quelconque. C'est comme des athlètes qui se préparent à s'affronter. Donc ils sont tendus, les esprits sont chauffés, et chacun veut multiplier les stratégies ainsi que les techniques pour bel et bien gagner, remporter la victoire. Donc, à mon avis, je trouve que c'est la démocratie, c'est tout à fait naturel qu'on voit d'un côté des gens qui fustigent les actions de l'autre côté et voir de l'autre côté des gens qui applaudissent et essayent un peu d'encourager. Pour moi, je trouve que c'est ça la beauté même de la démocratie. La beauté de la démocratie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher aux uns des autres de s'exprimer. Évidemment, évidemment, dans la démocratie, vous savez, dans la démocratie, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de la presse, il y a toutes les formes de liberté liées aux droits de l'homme. Et là, c'est d'ailleurs ce combat que nous avons lutté depuis l'époque dictatoriale que nous avons connue dans ces pays. Alors aujourd'hui, cette belle époque de la dictature est révolue. Donc si nous parlons de la démocratie aujourd'hui, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté aussi de manifester, qui est d'ailleurs constitutionnelle. Donc rappelez-vous, l'article 26 de la Constitution dit clairement que la liberté de manifestation est garantie. Donc aujourd'hui, que ce soit les opposants ou que ce soit ceux du parti ou du régime du pouvoir, peuvent librement manifester sans La liberté, contrainte. ce n'est pas le libertinage et c'est la raison pour laquelle on met des garde-fous. C'est pourquoi, madame, il va maintenant falloir essayer un peu de recadrer cette liberté pour que ça ne soit pas un libertinage tel que vous le disiez. Vous savez, nous avons vu, vous et moi, nous étions ici à Kinshasa, nous avons vu les opposants marcher. C'était le 13, puis le 18 et puis le 20. Et comment est-ce que cette marche-là a été caractérisée? Nous avons vu au cours de cette marche beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus du côté d'abord des manifestants. Du côté des manifestants. Et aussi, il faut aussi souligner, il y a eu quelques abus du côté de nos forces de la police, chose qui a été condamnée. J'ai aimé, c'est ça aussi la démocratie. Mais dire que la démocratie aujourd'hui n'est plus, ou soit est moindre qu'alors, ça c'est faux et archi-faux. Parce que j'ai suivi quelqu'un qui a marché, il disait que ce que nous avons vu aujourd'hui, on ne pouvait pas le voir du temps du président Kabila. Mais non, c'est faux. Comparativement à ce qui s'est fait aujourd'hui et à ce qui se faisait à l'époque du président Kabila. Mais la police ne se conduisait ou ne se comportait pas comme ça. Et même... Parce que le problème, c'est de ne plus faire ça ou essayer de comparer, voilà, au moins cette période, c'est comme ça. Ou bien il fallait carrément élaguer ces pratiques. Non, madame, vous savez, le changement vient progressivement. Quand on tombe malade et qu'on est sous cure, on ne se remédie pas
d'un bout, d'un banc. Non. Le changement, la guérison vient petit à petit. Et nous devons comprendre, nous devons savoir que le pays vient de loin. Le trou dans lequel le pays s'est trouvé était profond. Et le mal était très profond au point que changer ce pays dans un petit coup de baguette magique était presque impossible. Mais le pouvoir actuel devait être un modèle parce qu'il a passé 32 ans dans l'opposition. Madame, vous savez, vous êtes journaliste. Et il y a eu une marche en France lors des Gilets jaunes. Vous rappellerez qu'il y a eu de bavures policières. Et il faut copier tout ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Aux États-Unis, je cite de grandes puissances et des vieilles démocraties. Aux États-Unis, lors des élections avec le président Trump, il y a eu d'ailleurs des gens qui sont allés saccager les Capitoles américains. Vous avez vu ça? Mais c'était aux États-Unis. Et je n'ai pas vu un opposant d'ici qui a souligné ça. Alors, c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a manifestation, les esprits sont chauffés. Mais là, ce sont des cas isolés. C'est pas que ça ce ne sont pas des cas isolés. D'ailleurs, ce sont ces pays-là qui souvent se font passer pour des donneurs de leçons. Ce ne sont pas des cas isolés. Souvent, ce sont les chiens de ces pays-là qui viennent ici nous donner des leçons. Alors, pourquoi ne pas les citer? Alors, quand, au cours d'une marche, on voit des jeunes gens armés des armes blanches en main, on voit des jeunes gens avec des machettes, on voit des jeunes gens avec des bâtons. Mais pourquoi ces bâtons? La marche était dite pacifique. Pourquoi des bâtons? Pourquoi des machettes? Alors, à mon avis, cette marche, les auteurs de cette marche devraient tenir compte de tous ces aspects-là. C'est pourquoi j'ai suivi le ministre Patrick Mouya qui disait que les auteurs de cette marche prévoyaient la violence. Mais de l'autre côté, on dit aussi que les gens qui ont réprimé la marche, c'était fait à deux seins. Ils avaient déjà bien préparé. Je vais vous répondre. Partons de l'itinéraire. L'autorité urbaine avait demandé à ce que les opposants commencent leur marche au rond-point Sakombi. Le point de chute, je pense, c'était rond-point Victoire. C'était ça. Mais ce qui a été fait sur terrain, c'est pas ça. Ils se sont retrouvés à Hangaba. Parce qu'ils venaient de partout. Mais ils venaient de partout. Il y avait un point de rencontre, madame. Il y avait un point de rencontre. Monsieur Israël, si au départ déjà, la police avait encadré, sans pour autant évoquer cette question d'itinéraire, vous ne voyez pas que ça allait bien se passer comme la dernière marche, la toute dernière que les opposants avaient organisée. Madame, vous savez, lorsque nous parlons... Bien encadré, ça allait être dans les calmes. Et peut-être aussi qu'il n'allait pas avoir l'engouement. Non, lorsque nous parlons de changement, madame, le changement ne viendra pas que d'un seul côté. Nous ne devons pas tutoyer seulement ou soit dire que non, voilà, ce sont ceux du camp du régime actuel qui doivent apporter le changement. Non, le changement, c'est les résultats des efforts collectifs. Alors, lorsqu'il s'agit du changement, je ne dois pas porter de casquette de l'opposition, soit de la majorité. Non. Le changement sera bénéfique pour tous les Congolais. C'est pourquoi et les opposants et ceux qui sont du côté du pouvoir doivent aujourd'hui se comporter comme de personnes, comme de vrais acteurs du changement, qui prônent le changement. Alors, de ces faits, on devrait voir le changement dans leur comportement, en étant opposants. Je me rappelle du sphinx Étienne Tshisekedi, qui lui aussi, on le sait bien, c'était d'ailleurs lui le meneur de jeu, mais il ne s'est jamais comporté avec violence. Il n'a jamais permis à ses troupes ou à ceux qui étaient derrière lui de passer à la violence, ou soit aller faire recours aux armes. Mais pourquoi? Mais on a vu d'autres oppositions venir après lui, qui ne pouvaient pas résister à l'opposition pacifique, et ils sont vite allés chercher des armes pour passer à l'opposition armée. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, lorsque nous prenons tous la démocratie, nous prenons le changement, on ne peut pas aujourd'hui, les opposants, dire que voilà, nous sommes opposants, mais nous devons bien nous comporter pour que le peuple qui aujourd'hui... ceux qui ont un œil sur nous,
disent que, voilà, ces gens aussi, ou soit cet homme ici, lorsqu'il sera au pouvoir, il fera mieux que ça. Mais quand on se comporte de manière délinquante dans la rue, en étant opposant, vous pensez que lorsqu'on sera au pouvoir, on va bien se comporter, ou soit on va tout de même changer comme ça, et du coup, mais non. Voir par exemple le propos de certains opposants à la télévision. Mais c'est grave. C'est gravissime, voir que ces gens-là représentent toute une communauté de gens derrière eux. Parce que ce sont des élus du peuple. Un élu du peuple parle au nom de ceux qui l'ont élu. Mais figurez-vous un peu, moi, habitant de je ne sais quel coin, j'ai voté X monsieur, et voir demain ces X messieurs passer à la télévision, dire de bobards comme nous l'avons entendu il y a quelques jours passés. Vous savez ce que ça me fera? J'ai jeté ma voix. J'ai jeté ma voix. Et ma voix a contribué à je ne sais pas dire, je ne sais pas comment le qualifier. C'est pourquoi, en tout cas, j'invite l'opposition à comprendre qu'il est temps de changer. Et le changement est collectif. On ne doit pas penser que les donneurs de leçons doivent se retrouver du côté du régime. Non. Non, parce qu'ils ont passé longtemps dans l'opposition et qu'ils étaient les premiers à organiser de marches, à sortir dans la rue. Madame, s'il y a un parti Il y a qui même certaines personnes qui disent que c'est l'école d'Étienne Tshisekedi, la rue. La rue, oui, vous l'avez dit. C'est l'école d'Étienne Tshisekedi. Et s'il y a quelqu'un qui pouvait dire que j'ai fait longtemps dans la rue, c'était Étienne Tshisekedi. Pas eux. Tous les quatre. Ils ont appris de lui. Mais, madame, tous les quatre candidats aux présidentielles prochaines qui s'affichent du côté de l'opposition, mais ils étaient avec Kabila. M. Matat était Premier ministre dans ce pays. M. Katumbi était gouverneur dans ce pays, qui ne le sait pas. M. Fayoulou, il est député national dans ce pays. M. Deli Sessang, il est député national dans ce pays, depuis l'époque de Kabila. Mais c'est pour autant, si ça ne marche pas, ils ne peuvent pas dénoncer. C'est pas ce que je dis. Ils peuvent dénoncer. D'ailleurs, la dénonciation, la marche pacifique et tout ça, c'est garanti par la loi. Mais il va falloir maintenant ficeler. Parce que la loi donne même les modalités, comment le faire, pour ne pas empiéter à la liberté des autres. Lorsque une marche sort de la ligne de la pacification, soit il faut une ligne pour une manifestation. Lorsqu'il y a une marche, madame, écoutez, lorsqu'il y a une marche, vous dites que non, nous sommes opposants, nous voulons dénoncer la vie chère, nous voulons dénoncer le processus électoral frauduleux et tout ça et tout ça. Ok, c'est bien bon. Vous écrivez à l'autorité urbaine. Vous informez. À titre informatif, vous écrivez. Lorsqu'il vous écrivez, il est saisi. Alors, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il doit encadrer cette marche. Mais l'encadrement de la marche demande des fonds. Il faut qu'il y ait une sortie de fonds du trésor public. Parce que ces jeeps-là que vous voyez, ces véhicules blindés que vous voyez, il y a du carburant dedans. Ces policiers affectés spécialement pour cet événement, pour cette manifestation, ils sont payés. Il y a une collation spéciale pour ça. Alors, il va falloir aussi, de son côté, avec le commandant de la ville et d'autres services que nous connaissons tous, l'ANER et les autres, il faut qu'ils voient comment est-ce qu'ils peuvent encadrer ça. Et ça demande un peu du temps, que ça demande des moyens. Alors, lorsqu'on vous dit que, non, voilà, aujourd'hui, soit la date que vous voulez marcher, nous ne saurons pas vous encadrer. Allez-y faire ça, telle date. Lorsqu'on se met d'accord, on s'accorde aussi sur les itinéraires. Vous prendrez tel itinéraire jusqu'à tel itinéraire. Et la police sait qu'ils vont se rencontrer à tel point, et nous serons là, et nous serons à côté d'eux jusqu'à leur point de chute. Mais lorsque vous changez du coup l'itinéraire, vous donnez à la police la difficulté de venir vous encadrer, comme il se doit. Et deuxièmement, les services de renseignement auront du mal à connaître qui sont effectivement des marcheurs, des manifestants, et qui ne le sont pas. Alors là, il y a lieu que
de troubles faits entrent et salissent la galerie. Vous comprenez? C'est pourquoi, lors de cette marche, nous avons vu des délinquants que nous appelons Koulouna s'affronter. Ils en ont profité. Vous comprenez? Et quand la police met la main sur eux, ils peuvent automatiquement dire que non, nous ne sommes pas des Koulouna, nous sommes les manifestants. Vous comprenez un peu la difficulté que vous donnerez à la police de veiller sur vous. C'est pourquoi il faut rester sur les normes. Rester sur les accords. Vous êtes convenu avec l'autoritaire urbain qu'on va se rencontrer à tel point et on va chuter à tel endroit. Restez sur ça. Ne dérangez pas. Ça n'a pas été facile, hein, parce que les militants viennent de tous les 4 coins de la capitale. Alors, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous apprenez cette nouvelle que le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a été interdit de passage au Congo central? Oui, lorsqu'on l'apprend, d'emblée, on se dit, est-ce que c'est ça la démocratie? On se pose des questions. Mais à fond, il faut aller au fond de la marmite pour comprendre ce qu'il en est. Le gouverneur Guy Badou a signifié au président de l'ensemble, Moïse Katumbi, que conformément à votre demande de passage ici au Congo central pour quelques activités politiques, nous vous demandons d'essayer de modifier votre horaire. Pourquoi? Parce que il tient compte aussi à quelques impératifs sécuritaires. Ça, c'est très important. Vous êtes au courant de cette menace qui nous guette à la porte de Kinshasa, ici, à Maluku. Vous avez vu des images qui ont circulé. Alors, ces gens-là sont au milieu de nous. Vous savez. Alors, il faut tenir compte de tous ces aspects. C'est pourquoi les gouverneurs lui ont demandé de reporter ça à 48 heures ou 72 heures. Et après, il peut revenir. Est-ce qu'on reporte pour tout le monde ou c'est parce qu'on reporte seulement pour lui parce qu'il s'agit d'un imposant? Non, on reporte pour tout le monde. Vous savez, il ne faut pas chercher à mystifier cette affaire, l'extrapoler parce que c'est Moïse Katumbi. Non, Moïse Katumbi, parce qu'on veut faire taire les opposants. Ah non, pas du tout. Ils venaient de marcher. On les a laissés marcher. Non, on a réprimé la marche. Madame, est-ce que... Bon, répression, entre guillemets. Est-ce que la répression, c'est ce que nous avons vu là? Mais non. Nous avons vu la répression. Moi, j'ai connu la répression. Je me suis retrouvé sous les lits dans une chambre d'un inconnu, moi. Je me suis retrouvé sous le lit, dans une chambre. Je ne connaissais pas, je suis entré dans cette maison et ce n'était pas la police qui était derrière moi, qui était à ma suite. Non, c'était les éléments de la garde républicaine. Vous imaginez? Lors du régime passé. Et c'était ça ce qu'on appelait répression. Pas ça. Et ça, on appelle ça quoi? Ça, c'est un encadrement. Ah bon? Encadrement, il y a encadrement des blessés, parce que nous avons vu, non, nous avons vu. Le chef de l'État visiter les gens à l'hôpital. Nous avons vu les éléments de la police victimes de cette marche. Vous les avez aussi vus. Prendre un enfant, l'utiliser comme un bouclier humain, je trouve ça, en tout cas, je ne sais pas, les mots me manquent. C'est pour autant qu'on devait vraiment molester cet enfant de la sortie. Même pas, même pas. Je suis contre le fait de mettre la main sur cet enfant de manière brutale. Ça, je suis un parent, je sais ce que ça fait. Je ne peux pas soutenir ça. Tout acte de barbarie, de brutalité, que ça vienne du côté de la police ou du côté de civils, je m'opposerai à ça. Mais posons-nous un peu quelques questions. Cet enfant, c'est un mineur. Oui ou non? Oui. L'enfant n'habitait pas dans le coin. Qui l'a amené là? Les enfants sont des turbulents. La pauvreté, les manques à manger à la maison. Entre guillemets. Poussent les enfants dans la rue. Entre guillemets. Entre guillemets, il est venu, je ne sais pas comment.
regardez, avant qu'on puisse l'amener comme ça, il avait une arme blanche. Ah bon? Oui, j'ai des images dans mon téléphone. Il avait une arme blanche. Et il y a des images, lorsque le VPM de l'Intérieur, le ministre Peter Kazadi, est allé à l'hôpital, il a montré aux parents de cet enfant les photos, les images de cet enfant, comment il s'est comporté. Et les parents étaient étonnés de voir que leur enfant était un petit entre guillemets, voyou. Alors, comparativement à l'époque, aux époques passées, aujourd'hui, après marche des opposants, on voit le chef de l'État aller rendre visite aux manifestants. Mais ça, c'est un miracle. Ah bon? Et ça suffit? Ça va changer quoi? Mais attention, c'est un grand changement. C'est un grand changement. Il va non seulement rendre visite et puis partir, non. Il s'imprègne de leur état. Comment vous allez? Quelques questions. Vous savez, il y a un médecin qui m'a dit, parfois quand on est malade, il suffit juste d'une bonne visite, de quelques questions, de quelques mots, belles paroles plutôt, excusez-moi, et puis vous êtes guéri. Mais on peut le faire en amont plutôt que quand déjà les gens ont des problèmes. Mais vous savez, les bavures au cours de manifestations, on ne le prévient pas du tout. Ce sont des incidents, des accidents. Ça peut ne pas venir. Mais ce qui est à retenir, qu'il y a eu 0 morts. Madame, plusieurs blessés. Rappelez-vous, plusieurs, pas du tout, pas plusieurs. Il ne faut pas exagérer. Nous, on a vu par exemple notre consoeur journaliste avec... Mais il faut demander qui a fait ça. Qui a fait ça? C'est pas la police. Ce sont ces manifestants qui ont fait ça. Alors, à la veille des élections, comme vous l'avez dit tantôt, tout au début, il y a toujours... tout est secoué. Alors, que faire pour qu'on puisse éviter des tensions, qu'on ait un atterrissage apaisé? Bon, je dirais que les tensions seront toujours là jusqu'à ce que les élections seront organisées. On peut l'éviter, on ne peut pas les éviter. Éviter les tensions, c'est pratiquement impossible. À l'heure actuelle, c'est impossible. Vous n'avez pas de répondre aux désirata des opposants. Non, c'est-à-dire... Parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils demandent, qu'ils disent non à la vie chère, ils disent non au processus électoral chaotique. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est vraiment une autre affaire. Alors, parler des élections, du processus électoral, ça, c'est aussi une autre affaire. Comment ça? Les tensions préélectorales sont tout à fait normales. C'est... vous savez, quand on s'apprête à quelque chose de grand, il y a des tensions, il y a des vibrations. Mais si on essaie de répondre aux préoccupations, quelles préoccupations? Aux désirata des opposants, peut-être que non, vous avez dit ça, voilà, c'est ça, vous avez dit ça, voilà, c'est ça et ça. Et non, ce sont des candidats, ce sont des potentiels candidats. Ce sont des potentiels candidats, ils doivent aller présenter leur candidature et puis les élections sont là devant nous. Ils font leur campagne. Chacun va peser son poids par rapport aux élections. C'est pas aujourd'hui, vous savez, ce que nous avons, c'est vrai, par moments, le système politique de la RDC est un peu bizarre, ça il faut le reconnaître, mais l'opposition c'est encore pire. Lorsqu'on est opposant en RDC, cela veut dire vilipender même le bienfait de l'autre. C'est ça l'opposition. On ne reconnaît pas le bien. Mais c'est ça, en quelques mots, c'est ça l'opposition chez nous. Vous pouvez énumérer quelques biens du pouvoir actuel? Madame, prenons par exemple la liberté d'expression. Prenons seulement ça. La liberté, toutes les formes de liberté liées aux droits humains. À l'époque, toutes les époques passées, nous n'avions pas de chaîne où on voyait des gens venir parler comme ça, et puis librement, et puis aller dormir en paix chez eux. Mais aujourd'hui, on peut voir un monsieur qui ne représente absolument rien, qui ne pèse même pas, et passer quelque part, aller jusqu'à insulter même le chef de l'État. Et puis, vous allez voir, quand vous entrez peut-être sur Twitter, vous allez voir quelqu'un balancer quelque chose, oh non, Macron aussi a été enfariné.
en France. Quelqu'un avait aussi flagellé Macron. Ah ok, c'est ça. Vous voyez un peu comment est-ce que les choses se passent. Alors, aujourd'hui, nous avons un président qui lutte, malgré notre mauvaise compréhension de la démocratie et de la liberté, il lutte au moins d'installer cette liberté d'expression et cette démocratie, quoique faible. Mais il la consolide avec les efforts, bien évidemment, des uns des autres, mais il la consolide petit à petit. Vous savez, nous avons... Le président Kabila est encore vivant. Il est encore vivant. Il voit lui-même sait voir qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé à son époque et ce qui se passe aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une évolution, pas de différence. Parce que si on essaye toujours de se comparer à ce qui n'a pas marché là, de se comparer à ce qui est mieux. Madame, lorsqu'on dit que, par exemple, on dit, ah, Oye Mounene, vous avez grossi. Parce que hier, vous étiez peut-être mince. Il y a eu évolution. Il y a eu évolution parce qu'aujourd'hui, nous avons eu la gratuité de l'enseignement. Quoique, il y a beaucoup de gens qui mettent, et ces gens-là sont malheureusement des Congolais, qui mettent des bâtons dans le roue afin que cette gratuité faillisse. Ça ternit la qualité de l'enseignement. Et pourquoi? À cause de ceux-là qui essayent de mettre des bâtons dans le roue afin que cette belle initiative ne réussisse pas. Mais écoutez, la plupart de ceux qui veulent que la gratuité de l'enseignement ne puisse pas réussir n'ont pas leurs enfants ici en RDC. La plupart d'entre eux ont des enfants ailleurs, dans des pays développés, qui étudient dans des très bonnes conditions. C'est vrai, la qualité de l'enseignement, ce n'est pas aujourd'hui qu'on dira que la qualité de l'enseignement est éternelle. Non! Il faut aller dans des provinces, depuis. Hein? Il faut aller dans les provinces pour voir les conditions dans lesquelles nos enfants étudient. Ça ne commence pas du temps de Félix Tshisekedi, pas du tout. Ça a commencé depuis la nuit de temps. Et il y a un changement. Il y a un changement parce que nous voyons... pour un changement, pour la Madame, si nous devons aller au fond, nous parlerons même du projet de la construction de 1000 écoles avec M. Matata comme Premier ministre. Mais où sont ces 1000 écoles? Et aujourd'hui, vous allez nous dire que non, il n'y a pas des infrastructures scolaires. Nos enfants apprennent en étant assis par terre. Commençons par là. Commençons par là. Et demain, nous arriverons quelque part. Et aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, vous avez remarqué qu'il y a des constructions des écoles à travers le pays, non seulement à Kinshasa, à travers le pays. Chose qui n'était pas à l'époque de ceux qui pensent que il y avait du miel, il y avait du miel. Et aujourd'hui, il y a je ne sais pas quoi. C'est regrettable. Il voulait dire qu'il y a un bilan à présenter. Madame... S'appuyant sur la gratuité de l'enseignement. Non seulement sur ça. Non seulement sur ça. Il y a un grand bilan. Et le bilan est positif. Certes, il y a quelques imperfections. C'est vrai, il faut noter qu'il y a quelques imperfections. Mais comparativement au régime précédent, je pense que Félix Tshisekedi est mieux. Je peux critiquer un peu sa mode de gouvernance, je peux critiquer quelques actions que je vois, mais il ne faut pas tout mettre sur la tête de Félix Tshisekedi. Par exemple... Sur la tête de qui? Mettre sur la tête de qui? Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui a vu un policier faire quelque chose, il dit, voilà, moi ni Félix m'a ramassé là. Je dis, oh là là. Donc c'est que l'esprit de Félix est partout, c'est le corps de Félix est partout. C'est lui les chefs, c'est lui les commandants suprêmes. Oui, madame, il faut faire attention. Le commandant suprême est là, et puis un caporal fait quelque chose, vous dites, non, c'est le commandant suprême qui a fait ça. Mais non. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne veut plus des arrestations arbitraires comme le dit la loi. Et il veille afin que cela soit ancré dans le chef de tous les services et les éléments de nos forces armées. Qui ne le sait pas?
Alors, s'il y a un mouton noir dans la police ou soit dans quelque autre service de l'État, il ne faut pas mettre ça dans la tête de Félix, sur la tête de Félix, non. Lui, c'est ce qu'on appelle, c'est la tête du train. Et nous tous, nous sommes obligés de se ranger derrière lui et suivre ce qu'il veut, conformément à la loi. Voilà, nous recevons M. Israël Guellor-Kalonji, il est analyste politique. M. Kalonji, le processus électoral, il y a le fichier électoral qui a été audité, les rapports ont été présentés, la CENI exprime sa détermination de respecter les calendriers, la loi sur la répartition des sièges est déjà entre les mains du ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Si vous croyez vraiment que les élections auront lieu, et des bonnes élections, bien sûr. Ouais, vous savez, je l'ai suivi, que le fichier électoral a été déclaré fiable par la mission d'audit externe. Et si la CENI a adopté cet avant-projet de loi de la loi sur la répartition de sièges. À mon avis, si la CENI s'attelle à son travail, à ce calendrier comme il se doit, nous aurons des élections apaisées, des élections transparentes, des élections non chaotiques. Avec toutes les contestations. Les contestations. Les opposants continuent à contester. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on doit se mettre à table pour essayer d'aplanir les divergences? Le temps de se mettre à table pour parler de ça est révolu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agissait de venir, lorsqu'il était le temps de venir parler de ça, personne ne venait. Personne ne venait. Vous savez, même aux États-Unis, nous avons vu lors des élections Donald Trump et le président Biden, Donald Trump, le perdant, a refusé d'accepter qu'il était le candidat malheureux. Il a refusé ça. Pourquoi? Mais c'était aux États-Unis. C'était pas en RDC. Donc c'est tout à fait normal qu'on voit de part et d'autre de gens qui fustigent, qui essaient de parler en mal. C'est tout à fait normal. Mais à mon avis, à mon humble avis, si nous tenons aux élections, parce que ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons qu'il y ait passation de pouvoir démocratique. Alors, si le président Félix doit doubler le mandat, ou soit passer le flambeau à un autre, ça doit se passer par de voie démocratique, c'est-à-dire des élections crédibles. Alors, à mon avis, j'appelle en tout cas tous les candidats à se concentrer aux élections qui arrivent afin que nous puissions essayer un peu de nous dépasser sur nos quelques divergences et nous mettre à table pour des élections qui arrivent. Merci. Merci. Merci, M. Israël Guellor-Kalonji. Merci, madame. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Au prochain numéro, au revoir.